Bienvenue et bonjour Éric Zemmour. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence, votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président de Reconquête. Beaucoup de sujets dans l'actualité à vous soumettre. Mais tout d'abord, Éric Zemmour, l'actualité, ce sont des scènes de chaos à la Courneuve où le commissariat a été ciblé par des tirs de mortier et des cocktails Molotov dans la nuit. Des dizaines d'individus ont jeté des mortiers d'artifice et des projectiles. Tout se passe 4 jours après la mort d'un jeune à scooter lors d'un refus d'obtempérer. Qui a attaqué ce commissariat? Est-ce que ce sont des émeutiers, comme on les appelle? Moi, vous savez, vous dites c'est l'actualité, en même temps c'est la routine. Vous avez remarqué que ça arrive régulièrement dans tous ces quartiers que moi j'appelle islamisés. Parce que tout simplement, il y a une autre population qui a ses propres codes, ses propres mœurs, et qui ne supporte pas, en tout cas pour les plus jeunes d'entre eux, parce que ne généralisons pas, qui ne supportent pas pour les plus jeunes d'entre eux la loi républicaine et la loi de la police. Et donc à chaque fois qu'il y a un choc entre ces jeunes gens, pour la plupart issus de l'immigration maghrébine ou africaine, et la police, eh ben, ça se finit mal. Et que par malheur, il y a un jeune homme qui meurt, eh ben, ça provoque des émeutes, etc. Comme s'il refusait absolument la légitimité de la police, parce que tout simplement, pour moi, il refuse la légitimité de la République et de la France dans ces espaces-là. Pour eux, c'est leur territoire et ils doivent faire leur loi. C'est ça le choc que j'appelle un choc de civilisation sur notre sol. Mais alors comment on fait? Vous dites qu'ils refusent la loi de la République et la loi de la police. Quels ordres faut-il donner à la police dans ce genre de situation? Et selon vous, d'ailleurs, est-ce que la police a ordre de ne pas réagir au contraire? Il y a eu 9 interpellations. Bien sûr, la police, moi j'ai discuté, vous savez, avec de nombreux policiers qui viennent spontanément me parler. Évidemment que la police a ordre de ne pas réagir. Évidemment que les autorités politiques, quelles qu'elles soient, d'ailleurs ça dure depuis des décennies. Pourquoi? Par crainte? Par crainte, bien sûr, d'émeutes encore plus grandes, par crainte de mort, par crainte de guerre civile, etc., etc. On sait que les pouvoirs publics et les politiques sont tétanisés par cela. Et d'ailleurs, les policiers en souffrent, car ils me disent tous que s'ils avaient des ordres vraiment d'un politique décidé, il pourrait enfin nettoyer tous ces quartiers des trafiquants de drogue et d'autres gens qui ne absolument respectent pas la loi. Vous donneriez ces ordres, quitte à provoquer ce que vous dites, des émeutes, voire, entre guillemets, ce que vous dites, une guerre. Vous savez, le problème, c'est que moi, d'abord, je donnerais ces ordres, effectivement, mais les émeutes, on les a quand même. Vous avez remarqué. Donc, autant imposer la loi de la République française. Je pense que c'est quand même la moindre des choses. C'est le rôle de l'État. Dans l'actualité, Éric Zemmour, sans surprise, le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, est reconduit à la tête de la Russie. Pas de réaction d'Emmanuel Macron, silence radio. Et si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous auriez fait un communiqué dont acte, ou alors un communiqué pour dénoncer ce qui ressemble à un simulacre? Vous savez, vous avez raison, sans surprise. Ça ne changera rien, on le savait avant, on le sait depuis. On peut dire deux choses en fait. Oui, effectivement, la Russie n'est pas, et ne le souhaite pas d'ailleurs manifestement, devenir une démocratie comme les nôtres. En tout cas, Vladimir Poutine ne le souhaite pas. Donc effectivement, c'est dans le cadre d'une élection à sa main. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout le peuple russe est vent debout contre Poutine et qui veut le renverser? Il ne me semble pas non plus, mais on n'en sait rien. Personne n'en sait rien, ni vous ni moi. C'est un fait. Moi, je pense, et je vais vous dire qu'on ne devrait pas se poser ces questions. Je pense qu'on devrait décider la politique étrangère de la France en fonction des seuls intérêts de la France. Alors, sans chercher à comprendre est-ce que ce régime est démocratique selon notre aune ou pas, ou est-ce que voilà, on peut se poser la question intellectuellement, on peut toujours. Mais quand on est chef de l'État, non, mais bien sûr, vous avez raison. Je vous l'ai dit, mais je pense que nous devons nous décider et nous déterminer par rapport aux seuls intérêts de la France. Ce que faisait le général de Gaulle, ce que faisait d'ailleurs dans la grande tradition de la France, c'est la stratégie, la réelle politique selon Richelieu. Je pense qu'il ne faut pas en sortir. On n'est pas dans les croisades face à un régime qui ne nous plairait pas. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans l'intervention d'Emmanuel Macron. J'imagine que vous voulez m'interroger là-dessus. Alors justement, parce qu'il a de nouveau réaffirmé ses propos en disant ceci. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain. Donc il maintient ses propos. D'abord, selon vous, pourquoi le dit-il? Pourquoi le Écoutez, moi je vais vous dire, je pense que Emmanuel Macron veut faire peur, non pas à Vladimir Poutine, mais aux Français.
Il a déjà fait le coup. Le président français qui fait peur ou le président russe qui Non, fait le peur président français qui veut faire peur aux Français. Je pense que, si vous voulez, il a déjà fait le coup avec le Covid. Souvenez-vous, il faisait la guerre à un virus. Et puis après, il a fait le coup à partir de l'intervention le 24 février. Il est persuadé, et ça marche d'ailleurs, que les Français se resserrent autour du président de la République quand il y a un danger. Et donc il fait peur. C'est une technique de gestion, si j'ose dire, de manipulation des masses. Attendez, ça veut dire, Éric Zemmour, qu'à des fins politiques, le président est en train de parler d'une guerre qui nous concerne tous. C'est ce que je pense. Une diversion politique. Absolument. Et même politicienne, si vous voulez employer le mot. Maintenant, en plus, il faut bien comprendre qu'on peut parler de guerre tous les jours, si on veut. Mais il faut avoir une armée digne de ce nom. Et nous avons d'excellents soldats, nous avons d'excellents matériels d'ailleurs, mais sur le mode échantillonnesque. C'est-à-dire que je vais vous donner 2 exemples très simples. Aujourd'hui, en Ukraine, on détruit à peu près 10 chars par jour. Nous en avons 200 en tout. Donc au bout de 3 semaines, on n'aurait plus de chars. Autre exemple, nous fabriquons 3000 obus par mois. Nous sommes arrivés à un stade, on était à 1000 obus. L'Ukraine utilise 5000 obus par jour, Sonia Mabrouk. Donc vous voyez, tout ça est dérisoire. Alors évidemment, il faut effectivement un grand plan de défense avec des investissements massifs pour réarmer notre pays, pour qu'il soit prêt à toutes les éventualités. Pourquoi ? Est-ce que selon vous, il y a une menace existentielle ? Est-ce que ce qui se passe aux confins de l'Europe en Ukraine est une menace existentielle ? Les mots ont leur importance, Éric Zemmour. Moi, vous avez tout à fait raison, les mots ont leur importance. Moi, je considère que la menace existentielle, elle est sur notre sol. C'est-à-dire que c'est sur notre sol que les Français sont agressés, c'est sur notre sol que les Français sont remplacés par une autre civilisation. La menace qui existentielle au sens propre, les mots ont un sens, vous l'avez dit, c'est-à-dire qui menace l'existence de notre pays, de notre civilisation. C'est sur notre sol, avec une civilisation étrangère qui nous impose ses normes, ses mœurs, par la force ou par le nombre. Vous faites une hiérarchie aujourd'hui entre ce que vous appelez, ce que vous avez toujours dénoncé, c'est-à-dire le remplacement d'une population par une autre, et l'agression de Poutine en Ukraine, et peut-être davantage. Oui, tout à fait. Vous estimez que c'est une menace ? Je fais une hiérarchie, c'est pas secondaire, mais nous, si vous voulez, Poutine a attaqué l'Ukraine. Que je sache, il n'a pas attaqué la France. Donc, effectivement, que moi, ce que je vois, c'est d'abord les intérêts de la France. On peut estimer que l'attaque de l'Ukraine par la Russie est une menace pour l'Europe, pour le continent européen. Je peux très bien comprendre que les Polonais et les pays baltes soient inquiets. Et donc, comme nous sommes solidaires et dans la même Union européenne, il est naturel que nous prenions compte de leurs angoisses et de leurs inquiétudes. C'est tout à fait légitime. Mais il y a quand même d'abord les intérêts de la France. Et moi, je considère que la menace existentielle, ça m'a beaucoup choqué cette expression, employée par Emmanuel Macron, elle est sur notre sol et qu'elle est celle du grand remplacement. Pas de conséquences politiques, pas de conséquences économiques, pas de conséquences géopolitiques à ce qui se passe en Ukraine sur la France. Non, il y a toujours des conséquences. Vous savez, dès qu'il se passe, ça c'est toute l'histoire de l'Europe depuis 1000 ans, dès qu'il se passe quelque chose en Europe, il y a des conséquences sur le reste du continent. Il y a toujours des conséquences. Mais moi, vous me demandez la menace existentielle. La menace existentielle, je l'ai définie. Dans ce contexte de guerre, Éric Zemmour, la dette française ne cesse de se creuser. Il en va de notre souveraineté, c'est aussi un sujet important. Le ministre Bruno Le Maire a poussé un cri d'alarme hier dans le JDD. Il réclame un changement drastique de notre modèle social. Il est temps de sortir du mirage de la gratuité universelle. Ça, vous auriez pu le dire. Vous pourriez le dire. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai lu l'interview de Bruno Le Maire dans le JDD, excellente, je me suis dit, mais quel dommage que cet homme ne soit pas ministre des Finances depuis 7 ans. Franchement, il aurait été un excellent ministre des Finances. Mais peut-être qu'il a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, tout ce qu'il dit, il ne l'a pas fait. Il a même fait le contraire. Parce que quand il nous annonce 10 milliards d'économies, je voudrais simplement vous donner 2-3 chiffres pour vous montrer le côté dérisoire de ce chiffre. 10 milliards d'économies. Il a fait voter un budget avec des dépenses pour 2024 de 495 milliards. Si on ajoute les dépenses sociales et les dépenses des collectivités locales, en tout, ça fait des dépenses publiques qui évaluent à 1500 milliards. 1500 milliards. Et notre dette est de 3000 milliards. Quand M. Le Maire est arrivé à Bercy, elle était de 2100 milliards. Je sais qu'on va dire le Covid, etc. Mais tous les autres pays ont connu le Covid.
Tous les autres pays ont aidé les gens à vivre pendant le Covid. Ils ont beaucoup moins de déficit et ils ont réduit les dépenses très vite après la sortie du Covid, ce que n'a pas fait Monsieur le maire. Donc si vous voulez, il vient aujourd'hui nous dire il va falloir faire ci, faire ça, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Par ailleurs, il nous explique qu'il va faire une réunion politique avec tous les partis, que ça soit de l'Assemblée nationale, pour voir quelle économie il peut faire. Il se moque du monde. Il sait très bien que les autres partis sont là pour réclamer toujours plus de dépenses. Une nouvelle réforme d'assurance chômage avec un tour de vis supplémentaire et d'autres choses. On dirait que vous pensez que c'est rien du tout. Non mais moi, je ne pense pas que c'est rien du tout. J'essaye de mettre en rapport les économies qui sont annoncées avec les grandes masses des dépenses. C'est quand même la moindre des choses. Je pense qu'il faut, vous avez raison, il faut faire des économies. Moi, vous savez, depuis quelques mois, tous les 16 du mois, j'explique sur les réseaux sociaux que tous les gabegies, toutes les gabegies, tous les gaspillages et tout ce qu'il faut faire pour économiser. Pourquoi le 16 du mois? Parce que nous avons des prélèvements obligatoires qui s'élèvent à 47% du PIB. Donc, à peu près, ça fait que à partir du 16 du mois, vous ne travaillez plus pour vous, ni moi, on travaille pour l'État. Et donc, il faut évidemment réduire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très vite. Il faut réduire tous les gaspillages. Il y en a, mais énormément. Je vous donne deux exemples très vite. Tout le monde est d'accord, mais personne ne le fait. Vous avez raison, tout le monde est d'accord, mais personne ne le fait depuis 40 ans. Quand même, il y a des gaspillages énormes. J'ai cité la dernière fois cette fête pour le bicentenaire de la Caisse des dépôts qui coûte 3 milliards d'euros. Avec 700 000 de petits 3 millions d'euros, pardon, vous voyez. Vous avez raison. C'est pas ça qui va faire de la France un pays vous avez tout à fait raison. Et réindustriel. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est les gaspillages. Mais il y a aussi un grand plan d'ensemble. Si vous voulez, je pense que le service public a été absorbé par la technocratie. Je veux dire que l'État technocratique a complètement laminé le véritable service public. Aujourd'hui, on a plus de personnel dans les bureaux qui font des normes que des gens sur le terrain, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la police, que ce soit pour... Et c'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut remettre en action. Dans l'actualité, Emmanuel Macron prononcera un discours ce soir pour les 80 ans du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il sera très certainement question, Éric Zemmour, de la lutte contre l'antisémitisme. À ce sujet, de quoi ce qui s'est déroulé à Sciences Po et qui fait l'objet d'une enquête est-il le nom de votre point de vue? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, mais répondons d'abord au CRIF. Je vais vous dire, je pense que, je vais vous faire une confidence, les Français de confession juive n'aiment pas le CRIF. Ils n'aiment pas ces dîners du CRIF. Le CRIF a longtemps défendu les adversaires des Israélites français qui se faisaient agresser. Je pense que les Français de confession juive n'aiment pas ce côté lobby à l'américaine. Ah non, moi je ne me sens aucunement représenté par le CRIF. Ce n'est pas dans la tradition française. Ces gens se prennent pour un lobby à l'américaine. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et la plupart des Français de confession juive ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent être des Français. Ils ne veulent pas jouer au lobby à l'américaine. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous parlez de Sciences Po et de l'antisémitisme. Je vais vous dire, je vous avoue que quand on parle de Sciences Po, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai fait Sciences Po dans les années 70. Je venais de mon 18e arrondissement. Vous avez un quartier vraiment authentiquement populaire. Et pour moi, c'était la consécration. J'arrivais dans l'école de la bourgeoisie, ce qu'elle était dans les années 70. Et j'étais arrivé par la méritocratie républicaine. Il y avait un concours d'entrée. J'ai eu des bonnes notes et je suis rentré. Il faut bien comprendre que le Sciences Po que j'ai connu est mort. Il a été tué il y a 20 ans par Richard Descoings, je vais vous dire, par une ZAD islamo-gauchiste. Une ZAD islamo-gauchiste. Pour moi, Sciences Po aujourd'hui, c'est ça. Et pour quelle raison? Je vais vous dire. On a, supprimé le concours. On a d'abord fait de la discrimination positive pour les gens qui venaient de banlieue. Je venais de banlieue, moi, toute ma famille était en banlieue. J'ai jamais eu de discrimination positive et j'ai eu le concours d'entrée. Après, on a supprimé le concours pour tout le monde. Et maintenant, on fait rentrer les gens, je vais vous dire, sur leur bonne mine politique. Par ailleurs, on a institutionnalisé le wokisme dans les enseignements, que ce soit de sciences politiques ou d'autres. On étudie la théorie du genre, etc. Je répète, Sciences Po, non seulement le niveau s'est effondré, mais en plus, c'est devenu une ZAD islamo-gauchiste. Que faire? Et on arrive... que faire? C'est très simple. Remettre les principes d'excellence académique, refaire le concours d'entrée, supprimer les enseignements woke,
sur la théorie du genre et autres. Vous savez qu'aujourd'hui à Sciences Po, il y a une hijab day, une fois par an, pour que les jeunes femmes, même non musulmanes, viennent en hijab. Il y a une queer week pour s'habituer aux pratiques des queers et LGBT. Moi, je pense vraiment... Alors, vous parlez de l'antisémitisme. Je vais vous dire pourquoi il y a de l'antisémitisme à Sciences Po, comme dans toute la société française. Je vous dis, c'est une ZAD islamo-gauchiste. C'est très simple. Islamo-gauchiste. Il y a la tradition séculaire, millénaire, d'un anti-judaïsme musulman. Dans les pays musulmans, on connaît ça très bien. Et puis, il y a l'antisionisme des gauchistes depuis 1948 et surtout depuis 1967. Ça donne quoi alors dans ça donne la nitrate et la glycérine, vous voyez. C'est simple, ça donne la nitroglycérine. Et c'est pour ça qu'il y a une explosion d'antisémitisme et à Sciences Po et dans le pays. Plus vous mettrez de gens venus de terres musulmanes et plus vous les mettrez en contact avec nos gauchistes et nos mélenchonistes, nos LFI qui prônent un antisionisme viscéral, ça vous donne notre société. Le wokisme n'a pas forcément bonne presse auprès des populations immigrées. Ah, mais vous avez tout à fait raison. Donc, ils le détestent. Mais je vais vous dire, ce n'est pas le rempart finalement au wokisme. Ah, pas du tout. Malheureusement, si vous voulez, ce n'est pas un rempart parce que ils prennent ça à juste titre, souvent, pour un symbole de la décadence de la France et des pays occidentaux. Finalement, ça rejoint votre analyse. Mais tout à fait. Mais je ne dis pas que je suis en désaccord avec eux. Pas du tout. Ils ont raison là-dessus. Ils ont tout à fait raison là-dessus et je suis d'accord avec eux et ils le savent que je suis d'accord avec eux et ils sont d'accord avec moi là-dessus bien souvent, je le vois, qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Vous savez, il n'y a pas de honte à cela, au contraire. Moi, je pense que leur alliance est complètement artificielle. C'est ce que j'ai appelé un jour le pacte germano-soviétique. Un jour, il y aura un affrontement. D'ailleurs, on le voit, j'ai vu dans le Michigan qu'une municipalité musulmane commençait à embêter les LGBT. C'est inévitable qu'il y ait un affrontement. Mais pour l'instant, malheureusement, ils sont alliés contre la France et contre la tradition française. Éric Zemmour, je souhaitais évoquer la campagne des Européennes. Nous n'avons pas le temps, nous le ferons une prochaine fois. Peut-être 3 questions très très courtes pour conclure. C'est la semaine de la langue française. Aya Nakamura chante en français ? Écoutez, je suis pas sûr. Je pense que je comprends pas très bien ce qu'elle dit. Donc, je crois comprendre le français. Je suis pas très doué en langue étrangère. Donc, pour moi, c'est un peu une langue étrangère. Mais bon. Vous savez qu'il y a une plainte pour des propos racistes, à caractère raciste. Vous pensez que dire ça, ce n'est pas tomber sous le coup du racisme ? Mais en quoi c'est raciste ? Ça n'a rien de raciste. Le racisme, c'est une hiérarchie des races. Je ne dis pas que cette jeune femme est inférieure à moi parce qu'elle est noire, et voilà. Non, je dis simplement que pour moi, ces chansons ne sont pas en français. C'est pas pareil. Raphaël Glucksmann, qui refuse le débat des Européennes sur CNews, contrairement à d'autres, comme les communistes et notamment les Insoumis, il affirme entre autres que CNews vous a fabriqué, Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes le produit de CNews ? Écoutez, je pense que j'existais avant CNews, mais je suis très fier d'avoir été sur CNews et d'avoir contribué au progrès et au succès de CNews. Maintenant, ce monsieur Glucksmann est très amusant. Il défend la démocratie dans tous les pays du monde et il ne respecte pas les principes élémentaires de la démocratie qui est la confrontation des idées dans son propre pays. Merci Éric Zemmour. Merci à vous. C'est votre grande interview sur CNews Europe 1. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.